Dans un coin reculé d'une petite ville d'Afrique de l'Ouest, écrasée par un soleil de plomb et où les rêves s'éteignaient souvent avant même de naître, Élodie Diop, 17 ans, ne se contentait pas de survivre. Elle rayonnait. Son uniforme scolaire était rapiécé. Ses chaussures avaient connu des jours meilleurs, bien avant la naissance de son petit frère. Mais ses résultats et sa ténacité forçaient le respect de ses professeurs. « Cette fille ira loin », chuchotait-il sur son passage. Après l'école, tandis que ses camarades flirtaient ou se perdaient dans des rêveries futiles, Élodie s'armait d'un peigne et d'une paire de ciseaux rouillés sous le vieux manguier, près de la modeste maison d'une pièce où s'entassait sa famille. Là, elle se transformait en la coiffeuse la plus douée du quartier. Elle ne se contentait pas de tresser des cheveux, elle tissait de la confiance, de la gentillesse et de l'espoir dans chaque mèche. Les clientes venaient de loin, non seulement pour la dextérité de ses doigts, mais pour la douceur de sa voix et les histoires qu'elle partageait. Son père, Georges, un soudeur sceptique aux mains épaissies par le travail et au regard dur, levait à peine les yeux de son chalumeau. Sa mère, Marguerite, qui vendait des légumes au marché local, n'offrait que des prières silencieuses pour la sécurité de sa fille. La vie était âpre, mais le sourire d'Élodie était une lumière qu'aucune épreuve ne pouvait ternir. Puis, par un mercredi poussiéreux, alors qu'elle terminait le nœud final d'une coiffure complexe sur une cliente fortunée, le destin fit irruption. « Tu sculptes les cheveux comme une véritable artiste », déclara Madame Véronique Perrin, une mondaine bien connue qui conduisait un puissant SUV et portait de la soie importée comme une seconde peau. « Dis-moi, Élodie, as-tu déjà imaginé travailler au Canada ?» Élodie se figea, les mains tremblantes en suspens. « Madame, souffla-t-elle, je suis sérieuse. Je connais quelqu'un qui possède un salon prestigieux à Montréal. Je peux te parrainer. Tu as de la magie dans les mains, ma fille. Mais dans ce pays, la magie passe inaperçue. Tu mérites mieux. » Le temps sembla s'arrêter. Élodie baissa les yeux sur son tablier taché, puis regarda le ciel. Était-ce un piège ou un miracle ? « Madame, je ne sais pas quoi dire. » « Dis oui. » Des larmes glissèrent sur les joues d'Élodie. « Oui, madame. 1000 fois oui. » Ce soir-là, la maison familiale explosa d'excitation et d'angoisse. Sa mère s'agenouilla sur le sol en terre battue, louant le Seigneur comme s'il venait de franchir le seuil de la porte. Ses frères et sœurs sautaient et applaudissaient, mais Georges restait de marbre. « Tu es sûr que ce n'est pas une de ces arnaques ? Ou pire, des trafiquants d'organes ? » ?»« Ce n'est pas une escroc, papa. Elle vient me voir depuis des années. Elle n'a jamais rien demandé jusqu'à maintenant. » Il grogna et sortit. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte dans l'esprit d'Élodie. Et même si elle devait la franchir les yeux bandés, elle le ferait. En quelques mois, Madame Véronique tint sa promesse. Elle obtint un passeport pour Élodie, s'occupa du visa et couvrit les frais de voyage. La ville bourdonnait de rumeurs. Certaines jalouses, d'autres fières, d'autres encore méfiantes. Mais Élodie n'en avait cure. Elle avait une vision. Et cette vision était plus grande que sa peur. Avant son départ, Madame Véronique déclara « Je veux rencontrer ta famille. Ils doivent savoir qui t'emmène à l'étranger. » Le père d'Élodie croisa les bras durant la visite, observant la dame comme un faucon. Mais lorsqu'elle expliqua l'opportunité en détail, sa résistance se fissura légèrement. « Je n'oublierai jamais ça », murmura Élodie, en serrant sa mère dans ses bras pour un dernier adieu. « Je vous rendrai fière. » Elle ignorait alors que la fierté se transformerait en silence, la loyauté en trahison et le foyer en un piège cruel. La première chose qu'Élodie remarqua en atterrissant à Montréal ne fut pas l'horizon urbain imposant ni l'air glacial. C'était la vitesse à laquelle tout bougeait. Personne ne s'arrêtait. Personne ne souriait.
L'aéroport était un flou de valises à roulettes, d'annonces bruyantes et de visages sans émotion. Son cœur battait la chamade. Était-elle prête? Une femme d'âge moyen, aux cheveux coupés au carré et aux lunettes strictes, s'approcha d'elle. « Élodie Diop ?»« Oui, madame, » répondit-elle, serrant nerveusement son sac. « Je suis Laurence Brossard. Véronique m'a parlé de toi. Tu logeras dans ma chambre d'amis. Le travail commence demain. Ne sois pas en retard. » Madame Laurence dirigeait le studio Éclat, un salon haut de gamme sur le plateau Mont-Royal, où les rendez-vous se prenaient des mois à l'avance et où les clientes payaient des centaines de dollars pour une seule séance. Cela n'avait rien à voir avec le salon sous le manguier de son village. Ici, c'était miroir en verre, fauteuil en velours, shampoing importé et attente sous haute pression. « Tu n'es plus au village », dit Laurence en observant les mains tremblantes d'Élodie. « Ici, l'excellence est le minimum requis. Tu as dit que tu étais prête ? Prouve-le. » Et Élodie le prouva. Elle tressa jusqu'à ce que ses doigts soient perclus de crampes. Elle fit des shampoings, balaya, remplit les étagères et apprit à coiffer des textures qu'elle n'avait vues que sur Instagram. Elle souriait aux clientes impolies, acceptait les critiques sans broncher et repoussait ses propres limites jour après jour. Au bout de 3 mois, Laurence était impressionnée. « Tu es une bête de somme, » dit-elle un soir. « C'est rare. Continue comme ça. » Élodie commença à envoyer de l'argent chez elle. D'abord à sa mère, puis pour les frais de scolarité de son frère, et enfin pour aider son père à agrandir son atelier de soudure. Elle vivait dans une petite chambre avec un matelas fin et cuisinait des nouilles instantanées sur un réchaud à un seul brûleur. Mais sa joie venait de chaque reçu de transfert d'argent, de chaque message de remerciement, de chaque photo de ses frères et sœurs en uniforme propre. Elle bâtissait une vie sur le sacrifice. Mais après 4 ans, Élodie aspira à quelque chose de plus. C'est alors que Julien Connet se glissa dans ses messages privés. Il était charmant, basé dans la capitale de son pays natal, et se présentait comme un homme d'affaires dans l'immobilier. Il complimentait sa force, sa beauté, son histoire. « Tu es une reine », écrivait-il, « et les reines méritent des palais. Laisse-moi en construire un avec toi. » Pour la première fois, Élodie s'autorisa à rêver pour elle-même. Elle commença à envoyer de l'argent à Julien. Au début, de petites sommes, puis des milliers de dollars. Il lui envoyait des photos d'une maison qu'il prétendait construire en prévision de son retour. « Quand tu rentreras, disait-il, nous fonderons une famille, un salon, une vie. » Élodie croyait chaque mot. Cependant, tout le monde dans son passé ne l'avait pas oublié. Un jour, elle reçut un message d'une vieille amie, Alice Camara, une fille discrète dont elle avait payé les frais de scolarité des années auparavant. « Salut Élodie, je suis désolé de te déranger, » écrivit Alice. « C'est mon dernier semestre à l'université et j'ai besoin d'aide pour les frais. Je ne sais pas à qui d'autre demander. » Élodie n'hésita pas. Elle envoya l'argent et même un peu plus. « Tu es un ange, » répondit Alice. « Je n'oublierai jamais ça. » Cela semblait anodin à l'époque, juste un autre don de la part de quelqu'un qui avait tant donné. Mais cet acte allait revenir comme un boomerang au moment où elle en aurait le plus besoin. Car Julien n'était pas celui qu'il prétendait être, et Élodie allait l'apprendre à ses dépens. 10 ans avaient passé depuis qu'Élodie Diop avait quitté les toits rouillés de son village. 10 ans à envoyer de l'argent, à sauter des repas, à sacrifier son propre confort pour que les autres puissent bien vivre. Et maintenant, elle était enfin prête à rentrer. Pas seulement pour une visite, mais pour commencer la vie qu'on lui avait promise. Julien lui avait envoyé des photos. Une maison peinte en blanc avec des bordures de fenêtres dorées. « C'est à nous », avait-il dit. « Quand tu atterriras, je t'attendrai au portail. » Alors, Élodie garda son retour secret. Elle voulait que ce soit une surprise. Pas d'appel à la famille, pas de préavis à Julien. Elle voulait tout voir de ses propres yeux, l'amour, l'excitation, le foyer. Mais ce qu'elle vit changea tout. Lorsque le taxi s'arrêta à l'adresse indiquée, le cœur d'Élodie battait à tout rompre. C'était exactement comme sur la photo.
le portail blanc, les haies taillées, le bourdonnement léger d'un générateur intérieur. Elle sonna. Julien apparut, torse nu et pieds nus. D'abord, son visage s'illumina d'incrédulité. Puis, il s'assombrit de panique. « Élodie, tu es là ?» ?»« Oui, » sourit-elle nerveusement. « Surprise, tu me manquais ? Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Ce n'est pas notre maison ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la porte grinça de nouveau. Une jeune femme, enceinte et pieds nus, sortit en se frottant le ventre. « Qui est ce, Julien ?» Élodie se figea. Julien bafouilla. « Je peux expliquer. »« Tu m'as dit que tu étais célibataire ?» dit Élodie tremblante. « Tu as dit que c'était notre futur. » La femme lança un regard noir à Julien. Il m'a dit la même chose. Élodie se détourna, la vision brouillée par les larmes. Elle s'éloigna sans un autre mot. Elle prit une chambre dans un hôtel bon marché et s'effondra sur un lit trop petit pour contenir sa douleur. Les heures s'étirèrent, lourdes et silencieuses. Puis, une pensée émergea, sombre, étrange et puissante. Et si je devenais aveugle ? Non pas physiquement, mais aux yeux du monde, pour voir qui ils étaient vraiment. Elle saisit son téléphone et appela son père. « Papa, c'est Élodie. Je suis de retour au pays. Peux-tu venir me chercher ?» Un silence. Puis, « Où es-tu » Elle donna l'adresse. C'est alors qu'elle prit sa deuxième décision. Il ne verrait pas Élodie, la femme à succès. Il rencontrerait Élodie, la femme brisée, et elle découvrirait enfin leur vrai visage. Elle acheta une canne à un vendeur ambulant, se procura des vêtements délavés, effaça toute trace de maquillage et noua un vieux foulard autour de sa tête. Elle ajouta une dernière touche, une paire de lunettes de soleil bon marché et un faux bracelet médical blanc. Lorsque son père arriva dans sa voiture poussiéreuse, elle se tenait au bord de la route, telle une étrangère. Il s'arrêta, confus. « Élodie ?» Elle garda les yeux baissés. « Oui, papa, c'est moi. » Il ne la serra pas dans ses bras. Il ne sourit pas. Il se contenta d'ouvrir la portière. Le trajet vers la maison se fit dans un silence de plomb. Pas de questions. Aucune chaleur. Une fois arrivée, sa mère se précipita dehors, mais s'arrêta net en voyant l'état de sa fille. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que t'est-il arrivé ?»« On m'a accusé d'un crime que je n'ai pas commis, » mentit Élodie, la voix tremblante. « J'ai été expulsée du Canada. J'ai tout perdu. Je vois à peine maintenant. » Sa mère éclata en sanglots. Son père, lui, posa une unique question. « Alors, tu n'as rien ramené ?» Élodie secoua la tête. « Rien ? Absolument rien ?» Il grogna et entra dans la maison. Ses jeunes frères rentrèrent plus tard dans la soirée. Ils restèrent près de la porte, chuchotant entre eux. « C'est vraiment elle ? On dirait une mendiante. » À cet instant, Élodie sut que si Julien avait trahi son cœur, sa famille s'apprêtait à briser son âme, et il ne se doutait même pas qu'elle les observait. La maison qu'Élodie appelait autrefois son foyer ressemblait désormais à un refuge hostile. Chaque pas qu'elle faisait avec sa canne était accueilli par des regards glaciaux. Chaque respiration dans cette demeure silencieuse lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Non pas sa vue, mais leur amour. Sa mère demeurait la seule source de chaleur. Elle servait les repas d'Élodie discrètement, guidant sa main vers l'assiette en murmurant « Je suis tellement désolée, ma fille. Je voudrais avoir le pouvoir de te protéger. » Mais le pouvoir, dans cette maison, appartenait à Georges. Et les frères d'Élodie étaient devenus des hommes à la voix dure et à la patience courte. 3 jours après son retour, son père s'assit face à elle sur le canapé élimé. « Alors, c'est quoi ton plan ?»« Je ne sais pas encore, » répondit-elle.
Eh bien, ici ce n'est pas un hôtel. Tu ne peux pas rester là comme un meuble. Tu es une femme adulte. Papa, je viens d'arriver. J'essaie de récupérer. Personne ne récupère en restant allongé. Tu devrais aller chez une de tes amies. Les lèvres d'Élodie tremblèrent. J'ai acheté cette maison pour vous, faillit-elle crier. Mais elle se tut. J'ai bâti mes affaires à la sueur de mon front, railla-t-il, ignorant qu'elle avait financé chaque brique. Tu crois que tu es la seule à avoir souffert ? Son silence fut son seul cri. Plus tard cette nuit-là, elle entendit ses frères chuchoter. Elle fait semblant. Elle joue l'aveugle pour qu'on ait pitié. Elle est revenue les mains vides, et maintenant elle veut manger notre nourriture. Elle se recroquevilla dans son coin, le cœur battant à tout rompre. Sa canne reposait près d'elle, inutile, tout comme il la croyait être. Le 6e jour, son père en eut assez. Il entra dans la pièce, jeta un petit sac de voyage à ses pieds et déclara « Encore une nuit. Demain tu pars. Je me fiche d'où tu vas. Ce n'est pas moi qui t'ai fait expulser. C'est ton problème. » Seule sa mère osa s'approcher. Elle pressa une liasse de billets, 300 000 francs CFA, dans la paume d'Élodie. « Si j'avais le choix, je te laisserais rester. Prends ça. Je t'aime. S'il te plaît, ne me déteste pas. » Les larmes roulèrent sur les joues d'Élodie, tandis qu'elle hochait la tête en silence. Sa mère la serra un instant, puis la lâcha comme on dit adieu lors de funérailles. Le lendemain matin, Élodie sortit de la maison qu'elle avait payée. Sa canne tapait contre le gravier. Son sac traînait derrière elle comme un fardeau de honte. Sa famille ne sortit même pas pour la voir partir. Elle marcha dans les rues jusqu'à ce que ses pieds soient couverts d'ampoules. Elle croisa des gens qui regardaient à travers elle comme si elle était invisible. Et puis, elle entendit une voix. « Élodie ? Élodie Diop ?» Elle se tourna lentement. C'était Alice Camara, la jeune fille qu'elle avait aidée autrefois, celle dont elle n'avait plus de nouvelles depuis des années. Alice lâcha son sac de course et courut pour l'étreindre. « C'est vraiment toi ? Oh mon Dieu !» Élodie craqua là, au beau milieu de la rue. 10 ans de loyauté, de trahison, de silence et de sacrifice. Tout se déversa en sanglots incontrôlables. Alice ne recula pas. « Viens, » dit-elle doucement. « Viens à la maison. » Cette nuit-là, Élodie dormit sur une natte tressée aux côtés de quelqu'un qui se souvenait de sa gentillesse et non de son argent. Les murs étaient fissurés, le toit fuyait dans un coin. Mais dans cette petite maison, pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit en sécurité. Dans l'obscurité, Élodie chuchota pour elle-même. « Ils ne m'ont pas abandonnée parce que j'étais aveugle. Ils m'ont abandonnée parce que j'avais cessé d'être utile. » Mais cela allait changer. Élodie se réveilla avec l'odeur des bananes plantains frites et le son des rires. De vrais rires. Pas le genre forcé que sa famille utilisait devant les invités, mais celui qui jaillit de la joie, même dans la pauvreté. Elle resta allongée sur la fine natte, clignant des yeux vers les fissures du plafond, écoutant. Alice entra dans la petite pièce avec un plateau. « Le petit déjeuner, » dit-elle avec un sourire. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Élodie s'assit lentement, sa canne à côté d'elle, ses lunettes toujours sur le nez. « Merci, je ne mérite pas ça. » Alice fronça les sourcils. « Pourquoi dis-tu cela ?» Élodie ne répondit pas. Elle testait encore le monde, attendant un autre coup de poignard. Cet après-midi-là, Alice l'emmena au petit salon de coiffure en bord de route qu'elle avait ouvert. Un espace modeste avec un miroir, une chaise et un toit qui prenait l'eau. Élodie passa ses doigts le long du mur. « Tu as fait ça ?» Alice sourit largement. « C'est toi qui l'as fait. J'ai juste suivi le chemin que tu as tracé. » Élodie esquissa un faible sourire. Elle ne disait pas grand-chose. Pas encore. Elle avait besoin de guérir en silence. Les jours passèrent.
Élodie tressait les cheveux des clientes de mémoire, ses doigts se souvenant de ce que ses yeux feignaient de ne pas voir. Alice ne posa jamais de questions, ne demanda jamais plus. Elle partageait sa nourriture, son espace, ses histoires. Le soir, elle s'asseyait sous les étoiles, pieds nus dans la poussière, parlant de rêves. Élodie ne lui parla jamais de Julien, ni de la maison, ni du fait qu'elle n'était pas aveugle. Un soir, en revenant du marché, Élodie s'arrêta de marcher. « Pourquoi ne m'as-tu rien demandé ?» lança-t-elle. Alice cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai fait, mais tu ne m'as jamais demandé un centime, pas une seule fois. » Alice sourit avec douceur. « Parce que tu m'as déjà tout donné. » Élodie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Tu as payé mes frais de scolarité pour ma dernière année. J'ai obtenu mon diplôme grâce à toi. Cet acte m'a donné ma vie. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Tu aurais pu m'utiliser comme les autres. » Alice secoua la tête. « Je ne suis pas les autres. » Cette nuit-là, Élodie ne put trouver le sommeil. Elle resta allongée, fixant le plafond. Une fille qui n'avait rien lui avait donné plus de paix que sa propre famille, son propre sang. Il était temps. Temps de révéler sa vérité. Le lendemain matin, Élodie fit face à son reflet dans le miroir piqué d'humidité. D'un geste lent, elle dénoua le foulard, ôta les lunettes sombres et plongea son regard dans le sien, longuement, durement. Puis, elle murmura. La comédie est finie. Cet après-midi-là, elle invita Alice et ses parents à faire un tour en voiture. Ils semblaient confus mais ne posèrent aucune question. Élodie portait toujours ses vêtements usés, le même foulard, les mêmes lunettes. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Une clarté nouvelle l'habitait. La voiture s'immobilisa devant la maison. La maison. Le portail blanc se dressait toujours fièrement. Élodie sortit la première. Alice contempla la bâtisse avec admiration. « Waouh, c'est immense! Qui habite ici ?»« Toi » répondit Élodie en lui tendant une enveloppe scellée. Les mains tremblantes, Alice l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. « L'acte de propriété ?» Élodie hocha la tête. « Je vais intenter un procès. L'homme en qui j'avais confiance a volé mon argent. »« Quoi ? Mais... » « J'ai récupéré ce qui m'appartenait, et maintenant, je te donne ceci. » Alice tomba à genoux. « Non, je ne peux pas. Je n'ai rien fait pour mériter ça. »« Tu m'as offert un abri, » dit Élodie, la voix brisée par l'émotion. « Tu m'as donné de la gentillesse sans savoir ce que je pouvais t'offrir en retour. Quand je n'avais plus rien, tu m'as rendu mon humanité. Tu n'as pas demandé d'argent. Tu m'as rendu ma dignité. » Les parents d'Alice la rejoignirent, les yeux mouillés de larmes. Ils prièrent pour Élodie, leur voix s'élevant avec ferveur. Et pour la première fois depuis son retour au pays, Élodie pleura, non de douleur, mais de paix. Cependant, son histoire n'était pas terminée. Il restait une dernière maison à visiter, un dernier chapitre à clore. La voiture pénétra dans l'enceinte de la concession familiale des Diop. Cette même maison qu'Élodie avait achetée avec sa sueur, son silence, et les dollars dont elle s'était privée. Elle ne portait plus de foulard à présent, plus de lunettes, plus de canne. Juste un blazer taillé sur mesure, des talons aiguilles et une aura de puissance tranquille. Ce n'était plus Élodie la mendiante, c'était Élodie, la vérité. Le portail grinça lorsqu'elle entra. Son père, Georges, était assis dehors sur une chaise en plastique, une couverture sur les genoux. Il avait terriblement vieilli. Son entreprise, autrefois florissante grâce au soutien de sa fille, s'était effondrée dans un système pyramidal douteux dans lequel il avait investi, espérant doubler le peu qui lui restait. Il était désormais malade, criblé de dettes, et la banque menaçait de saisir la maison. À l'intérieur,
Ses frères étaient assis en silence. La télévision était éteinte. Les rires avaient disparu. Sa mère, vieillie et amaigrie, faisait les 100 pas dans le salon, un mouchoir à la main. Quand Élodie franchit le seuil, la pièce se figea. Sa mère laissa tomber son mouchoir. « Élodie, mon Dieu, tu n'es pas aveugle ?» « J'ai menti, » dit-elle doucement en avançant. Ses frères restèrent bouche bée. Son père baissa les yeux. « J'ai fait semblant, parce que j'avais besoin de savoir qui vous étiez vraiment, quand je n'avais plus rien à offrir. » Sa mère s'effondra à genoux. « Tu as menti ?» ?»« Oui. Je voulais voir si votre amour était réel ou s'il se louait au dollar. Et ce que j'ai vu ?» Elle marquait une pause, la douleur vacillant dans sa voix. « C'est la trahison. » Son père remua, mal à l'aise sur sa chaise. « Tu ne sais pas ce que c'est que de dépendre d'une fille pour nourrir toute une maison. »« Non, » répliqua-t-elle. « Je sais seulement ce que c'est que de tout donner et d'être jeté comme une ordure quand on a besoin d'aide. » Un lourd silence s'installa. Élodie laissa tomber une grande enveloppe brune sur la table. « C'est suffisant pour régler la dette de la banque, et il y a un surplus pour maman. » Ses frères s'élancèrent, mais elle leva une main pour les arrêter. « C'est la dernière fois. Après ça, ne m'appelez pour rien, à moins que vous ne vous souveniez de qui je suis, et non de ce que je donne. » Sa mère sanglotait bruyamment. « Je suis désolée, nous t'avons déçu. » L'un de ses frères marmonna. « On avait peur. »« Non, » trancha Élodie. « Vous étiez égoïste. Mais c'est fini. » Elle se tourna pour partir. Son père parla doucement pour la première fois. « Tu as toujours été la plus forte. J'étais juste trop fière pour le voir. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle sortit. Cette fois, personne n'osa l'arrêter. À l'aéroport, la foule se déplaçait en vagues chaotiques. Mais Élodie restait immobile, une valise à la main, la puissance dans sa posture, la paix dans son âme. À ses côtés se tenait Alice, son passeport serré contre elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » chuchota Alice. « Je n'ai jamais rêvé de quitter ce pays. »« Tu n'avais pas besoin de rêver, » répondit Élodie. « Tu avais juste besoin d'être humaine, quand j'en avais le plus besoin. » Quelques semaines plus tôt, Élodie avait discrètement obtenu le passeport, le visa et le parrainage d'Alice. Elle était devenue ce que Madame Véronique avait été pour elle autrefois, celle qui élève, pas celle qui prend. Alors que la porte d'embarquement s'ouvrait, Alice se tourna vers elle et demanda « Comment es-tu devenue si forte ?» Élodie sourit. « En me brisant encore et encore, et en choisissant de ne pas rester en morceaux. » Elles avancèrent. Alors que l'avion s'élevait dans les airs, leur terre natale s'estompa sous elles. À la fois un cimetière de douleur et une fondation pour grandir. De retour à Montréal, les choses s'accélérèrent. Élodie développa son salon en une franchise. 3 succursales dans 3 villes. Elle fit d'Alice son associée, pas son employée. Elles bâtirent ensemble. Sur le mur de leur nouveau salon trônait une enseigne dorée étincelante. L'atelier ENA, force et sororité. Un soir, après une longue journée de coiffure, de rires et de clients prestigieux, elles fermèrent le salon et rentrèrent chez elles sous les lumières de la ville. Élodie regarda les étoiles et murmura une dernière prière. Pas pour l'argent, pas pour la vengeance, mais pour la gratitude, parce que parfois, ceux qui prétendent vous voir sont les véritables aveugles. Et ceux qui n'attendent rien vous donnent tout.